Bon, on va regarder la vidéo de Léo. Est-ce que vous avez entendu? Très bonne miniature d'ailleurs. Ah putain, mais cassez les couilles avec leur pub de con. On peut pas voir la miniature. Laissez-moi voir la miniature en fait. Voilà, elle est bien, non? Elle est bien. Ta miniature, oui, bah oui, c'est ma miniature, en effet. Bon, après, celle-là, je l'ai un peu rush. En vrai, il m'en a voulu, Léo, parce que je me suis mise en retard. Et du coup, il voulait la sortir un jour plus tôt, et voilà. Mais bon, il y a un savoir-faire quand même. Oui, pardon, oui. Est-ce que vous avez Bon, la vidéo de Léo, Printemps républicain. En vrai, ça va être intéressant. C'est bien d'en reparler. entendu parler du livre d'Aurélien Bélanger, Les derniers jours du Parti Socialiste, qui est sorti en septembre? Parce que Bélanger est vraiment passé partout pour en parler. Oui, vraiment partout, c'est une dinguerie. Hein. Vraiment, tout le monde l'a invité, quoi. Des émissions littéraires traditionnelles jusqu'à Mediapart, en passant par France Inter, LCI ou encore le Zawa Show. Et même ceux qui n'ont pas aimé le livre ont eu un petit mot pour l'auteur dans leur émission. Alors Bélanger le dit et le répète. Évidemment qu'ils ont un petit mot pour lui. C'est Bélanger les attaque directement. Il se conçoit désormais comme un écrivain en croisade contre l'islamophobie. Ah bah ça fait plaisir, au moins. Dans une interview aux Inrocks, il confie même son ressentiment et même sa haine face au mouvement du printemps républicain qui est véritablement le sujet de son livre. Vous l'avez compris, les derniers jours du Parti Socialiste, ça parle de l'islamophobie du printemps républicain. Mais en fait, moi, ce qui me fascine, c'est que j'ai pas lu le bouquin. Mais du coup, j'ai tellement écouté ce gars en parler dans des interviews, j'en ai vu 3 ou 4 différentes, hein, que du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir saisi le contenu du bouquin. Genre, c'est désolé, je vais parler du livre sans parler du livre. Mais c'est parce que, je sais pas, il en a... Bref. Après, je devrais le lire en vrai, parce que ça me fait de l'œil. En gros, Aurélien Bélanger Et en plus, on l'a au studio. On l'a à disposition. raconte comment le Parti Socialiste s'est fait phagocyter par un groupe obscur et islamophobe qui aurait eu un impact énorme sur la politique française. Et ce groupe, c'est le mouvement du 9 décembre. Et il est directement inspiré du printemps républicain. Le mouvement que j'imagine, que j'appelle le mouvement du 9 décembre, parce que 9 décembre 1905, loi contre de la séparation des églises et de l'État, c'est des gens qui se répondent sur Twitter, qui dînent en ville, qui se connaissent, et c'est pas vraiment une confrérie secrète, c'est pas ni la franc-maçonnerie, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus adapté à l'ère du temps. Ce truc de confrérie... Bah oui, il y a un peu presque le truc des dîners du siècle, un peu. En fait, printemps républicain, c'est un peu cet imaginaire-là, quoi. Un peu dîner du siècle, les gens qui dînent entre eux, et qui se disent « Ah, tiens !» En fait, c'est un milieu politique, mais c'est un autre milieu politique. En fait, c'est le terrain des idées. C'est pas le terrain des mesures, c'est pas le terrain des barons noirs en quelque sorte. Là, c'est les éditorialistes, ceux qui essayent d'instiguer dans l'air du temps une certaine manière de concevoir les choses ou de traiter l'actualité. Et du coup, oui, ils le font de concert, quoi. Ils se rencontrent dans des dîners, ils en parlent, ils sont en mode « Bon, quelle est la ligne à suivre ?» Comme ça que le printemps républicain a existé. Moi, il me semble que c'est né post-attentat. Alors, je sais plus à quelle vitesse. En fait, c'est combien de temps après les attentats que ça est apparu? C'est ça que je me demande, en fait. Totalement, c'est un réseau d'influence, quoi. Un terrain pour parler idées en dépassant les partis ou les journaux. Oui, puis en fait, moi, ça me fait penser aussi à une époque, c'était Pandov qui m'avait envoyé son bouquin. Et c'était un bouquin qui parlait de la panique morale autour du terme woke. Et de pourquoi il y a plein de gens qui écrivent des bouquins pour parler du wokisme et que c'est vraiment... ils écrivent tous littéralement le même bouquin. Et voilà. Mais en fait, moi je trouve qu'il y a un impensé dans l'analyse en général quand on parle de wokisme. C'est que ce qui est efficace quand tu prends un terme et que tu regroupes toutes les paniques morales à propos de la transidentité, de l'antiracisme, des décoloniaux, je sais pas moi, la théorie du genre, qu'est-ce qu'on peut encore mettre dedans? On peut mettre plein de choses dedans, le féminisme, enfin voilà. En fait, l'avantage, ensuite, de regrouper ça dans un seul et même terme, un peu bête, et de faire des bouquins où tu parles premier degré du wokisme, bah c'est que d'un coup, dans tous les plateaux, on a une justification pour t'inviter et pour te rendre expert de tout un tas de sujets que tu ne maîtrises pas.
Et en fait, c'est facile. En fait, tu écris ton bouquin sur le wokisme et tous les médias, tous les petits salons du livre ou les conférences ou les chaînes YouTube peuvent t'inviter alors que tu n'as strictement rien à dire. En fait, c'est une manière de renouveler presque sa carte d'accès d'un réseau. Voilà. Et en fait, moi, je trouve que dans l'analyse qu'on fait du terme wokisme et tout, on n'en parle pas assez de ça. Merci Vlandax. En fait, on fait pas, pour moi, une analyse matérialiste des gens qui écrivent ces bouquins. Et l'analyse matérialiste, c'est de comprendre quels sont leurs outils pour qu'on les invite partout et qu'on leur donne du crédit, en fait. Et pour moi, l'outil principal, c'est vraiment cette espèce de boucle, sortir un bouquin, avoir un prétexte pour être invité et parler du bouquin, mais surtout 80% du temps parler de l'actualité, du coup devenir une figure médiatique intéressante, jusqu'à ce que d'un coup dans l'actualité on finisse par un peu t'oublier, et dans ces cas-là tu ressors un bouquin, et on te réinvite de nouveau, et tu parles de tout et de rien, et on finit par t'oublier, et donc tu ressors un bouquin, et on t'invite de nouveau, etc. Et en fait, cette boucle-là, c'est cette boucle-là dans laquelle des Onfray, dans laquelle des Fourest et tout vivent depuis des années, quoi. Enfin, c'est vraiment la boucle des philosophes médiatiques, des experts de plateau. C'est assez étrange. Non, pour moi, c'est pas étrange, c'est en faire une analyse assez matérialiste, tu vois. Mais du coup, je trouve que quand on se plaint du mot wokisme, on oublie ça, en fait. On oublie que ce qui est fascinant avec un terme wokisme, c'est que, je sais pas moi, quand un mec se met à écrire un bouquin où il voudrait parler de transidentité, il pourrait très bien faire un bouquin qui s'appelle « Le fléau de la transidentité ». Mais derrière, est-ce qu'on l'inviterait et est-ce qu'on lui permettrait de s'exprimer s'il s'agit de parler, je sais pas moi, des émeutes qui ont eu lieu après Naël? Non. Par contre, s'il écrit un bouquin sur le wokisme et qui parle de transidentité, mais aussi de antiracisme, les racistes sont les antiracistes, d'anti-impérialisme ou de trucs comme ça, bah du coup, on peut l'inviter à la fois sur la transidentité, mais aussi à la fois sur les émeutes de Naël, à la fois sur les... vous comprenez? C'est une porte d'accès formidable. C'est quoi le wokisme à la base? Mais c'est un mot fourre-tout, ça veut rien dire. À la base, wokisme, ça vient de woke, c'est durant Black Lives Matter, c'était un peu un terme pour dire moi je fais attention et j'ai conscience de ce qui se passe dans cette société. Je suis woke dans le sens où je vois les problèmes de cette société, tu vois. Je vois le racisme, en quelque sorte. Oui, voilà, ça vient de stay woke, c'est-à-dire rester éveillé, continuer de voir le racisme de cette société, soyez pas bêtes, faites pas comme s'il n'y avait pas de couleur, quoi. Voilà. Mais du coup, voilà, oui. Secrète, ça m'a vraiment marqué. Du coup, j'ai décidé d'orienter toutes mes recherches vers le printemps républicain, pour mieux comprendre, pour voir si Bélanger a vu juste. Et je suis tombé dans un rabbit hole des enfers. Ah, mais c'est un rabbit hole des enfers. Et il s'assure que ça soit un rabbit hole des enfers. Vous inquiétez pas, on va y venir. Et vous allez voir, la nébuleuse du printemps républicain est bien plus sombre et bien plus... En fait, si on définit wokisme, ça s'écroule. Non, moi je trouve que c'est bateau. Vraiment, en fait, je trouve que ça, c'est la posture un peu facile, réconfortante Twitter. Désolé de le dire comme ça, Siasarello. Merci pour tes 5 subs tout à l'heure. Mais non, mais pour moi, c'est facile. Parce que, tu te rends pas compte à quel point ces gens-là n'en ont rien à foutre de créer un mot fourre-tout, n'en ont rien à foutre intellectuellement d'être juste. Tout ce qu'il leur faut, eux, c'est continuer d'alimenter cette boucle qui leur permet d'être invités sur des plateaux. C'est tout. Et là, on parle des éditocrates et tout. Vraiment, ils s'en battent les couilles de comprendre si la définition du wokisme est claire. Ils s'en foutent. Ils veulent juste être dans l'air du temps. Ils veulent juste avoir des prétextes à être invités, à pouvoir parler de certains sujets. C'est tout. Voilà. Influente que ce qu'on peut imaginer. Mais pour le comprendre, il va d'abord falloir répondre à plusieurs questions. Déjà, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre qu'un romancier écrive une histoire sur le printemps républicain pour qu'enfin on en parle ailleurs que dans des articles épars sur des médias indépendants? Bah parce que Bélanger, il est lié au PS, il a un peu traîné avec ces gens-là, il a fait des dîners avec eux, du coup ça en fait parler, parce que même ces personnalités dont il évoque l'existence dans le bouquin, ce sont des personnalités qu'il a peut-être déjà croisées, des personnalités qui peut-être étaient un peu fascinées par son taf et l'aimaient bien, et du coup se sentent déçus,
et se sentent frustrés et se sentent trahis, voire même peut-être trahis, parce que c'est une question de classe sociale, de petit milieu, tu vois. Et du coup, ils veulent lui faire la peau. Et du coup, on en parle. Mais voilà, je pense que c'est l'un des mieux placés pour en faire la critique. Le mot existe parce qu'il y a des forces politiques qui l'alimentent et c'est même une force, ça reste brumeux. C'est même une force que ça reste brumeux. Ah oui, oui. Oui. Non, mais moi, c'est ça moi, je trouve c'est ça la posture un peu facile, même vis-à-vis de l'extrême droite et tout. C'est de dire oh là là, l'extrême droite, ils sont vraiment un peu bébêtes parce qu'ils parlent de wokisme toute la journée. Et quand on n'est pas bête, on peut aller les voir et leur dire mais attends une minute, qu'est-ce que ça veut dire wokisme? Tu ne le sais pas toi-même, haha. Et là, ils sont bien emmerdés car ils se rendent compte qu'ils ne. Mais ils s'en battent les couilles, les gens, vous en avez conscience en fait. Genre, ils savent très bien que c'est abstrait, c'est un mot fourre-tout, genre. Oui, justement, c'est très fort, c'est que ça ne veut rien dire, en même temps, ça veut dire un truc, genre c'est... Bon. En fait, tu vas regarder la saison 2 d'Arcane, oui. Oui, oui. Ensuite, est-ce que ce mouvement a vraiment eu une influence sur la politique française? Et enfin, quelle a été cette influence? Quelle vision du monde a-t-il promu? C'est super important de répondre à ces questions parce que les figures de proue du printemps républicain, qu'elles admettent ou non avoir fait partie de ce mouvement, vous les connaissez. Déjà, ils et elles sont sur tous les plateaux, mais surtout, l'année prochaine... Ils vont avoir une putain de chaîne de télé, mais voilà, c'est ça, en fait, c'est ça le problème, c'est pour ça qu'il faut en parler, les gens. Voilà, il y a un peu ce truc d'avoir l'impression que le printemps républicain, du coup, est en train de se morceler et tout. Mais ils vont avoir une chaîne de télé. Ils vont faire peau neuve, en fait. Ils vont faire peau neuve en ayant une antenne. Donc, bon, Réel TV. Oh là là, Réel TV. On dirait un nom de truc de fans de Soral ou quoi, genre... Bon. OFTV. Mais attends, OFTV... ORTF? OFTV? ORTF? Non, c'est mon cerveau qui fait des analogies. Réel TV, my bad. Wow. Ces gens lancent une chaîne sur la TNT. Et ah, mais il y en a deux. Attends, mais tous les plateaux, mais surtout... Attends. Ah non, c'est Ouest France TV. Ah, Ouest France TV, Réel TV sur la TNT. Deux nouveaux entrants qui ambitionnent d'élever le débat. Ah oui, il y a deux chaînes de télé, il n'y en a pas qu'une. L'année prochaine, ces gens lancent une chaîne sur la TNT. Et vous allez voir, il y a de quoi être inquiet. J'ai fait mes recherches. Pour en apprendre plus sur le printemps républicain, j'ai commencé par lire le dossier de Slate sur le mouvement. J'y ai appris que le gros de son action, ça a surtout été des campagnes de harcèlement sur les réseaux sociaux. Oui. Mais on y reviendra plus tard. D'abord, il faut décrire ce qu'est le printemps républicain. Pour ceux qui ne le savent pas, le mouvement s'est fondé après les attentats du 13 novembre 2015, avec la... Oui, voilà, c'est ça. Avec la laïcité comme unique étendard. Oui, ok. Mais combien de temps après? Moi, je me demande, c'est intéressant de voir à quelle réactivité ça s'est fait. Combien de temps après les attentats exactement? Laïcité comme unique étendard. Laïcité positive. La laïcité d'abstention. Les questions de laïcité. Ma conception de la laïcité. Dans l'histoire de la laïcité. C'est la laïcité. Ce qu'est la laïcité, tout simplement. Sur la laïcité. La laïcité. La laïcité. Il y a la laïcité. La laïcité. La laïcité. La laïcité. C'est la laïcité, point. Que ce sujet ait pris de l'ampleur. Tu sais, j'ai l'impression d'entendre la laïs. La laïcité. La laïcité. La laïcité. C'est la laïcité, point. Que ce sujet ait pris de l'ampleur après 2015, ça a semblé naturel à beaucoup de monde. Rappelez-vous des attentats de cette année. Charlie, l'Hypercacher, le Bataclan, le Stade de France. Ça a été une année assez terrible pour les Français. On pourrait même dire que ça a été une année traumatisante. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en... Mars 2016, la création officielle du mouvement. Ok. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Printemps, c'est en référence au printemps arabe? Oui, je pense. Je pense qu'il y a de ça. Oui, parce qu'en fait, ces gens-là, dans tout leur délire un peu frériste et tout ça, là, les frères musulmans et tout, ils ont vraiment cru beaucoup au printemps républicain, au printemps arabe. Ils y ont vraiment beaucoup cru, en quelque sorte.
Puis je veux dire, après, regardez, c'est merveilleux. Je veux dire, il y a quand même eu la revanche sur... merde, comment il s'appelle là oui. Putain, j'oublie les noms. Vu les bandeurs d'Iraniennes, ça m'étonnerait pas. Mais oui, mais ils en rêvent en fait. Ils rêvent. Ils rêvent de pays arabes occidentalisés, progressisés. Enfin, je sais pas. C'est Kadhafi, oui. J'ai toujours fait ce lien, mais je suis pas sûr. De quoi, le lien de quoi? Mais non, mais c'est évident, bien évidemment que le lien il vient de là. Les gens. Ces gens-là étaient déjà des éditorialistes à l'époque où il y avait les printemps arabes et ils ont bandé là-dessus. Après, le printemps arabe, à l'ancienne, c'était inspiré du printemps des peuples 1948 avec des lunettes occidentales. Ok. Après, peut-être que la ref est plus profonde et vient de là. Mais évidemment que quand ils choisissent ce nom-là, ils savent que ça va faire tilter en mode printemps arabe. Oui. On n'en sait rien, Moufette. Mais c'est logique, les gens. C'est logique. Genre, en fait, pour eux, il y avait les frères musulmans, la menace des frères musulmans, et de l'autre côté, il y avait le printemps arabe et ce qu'ils portaient comme je veux dire, avancée progressiste dans ces pays-là. Et il y a un peu ce truc de oui, on a été déçus. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est évident que ça les dérangeait pas de faire une référence au printemps arabe. Peut-être oui, il y a un truc avec le printemps des peuples et tout, mais voilà. Je croyais que c'était printemps par rapport à la période. Non, mais ça m'étonne pas en fait. C'est une horreur. C'est suite. Les frères musulmans, c'était une force pro-printemps arabe. Dose. Dose en fait, genre comment tu peux résumer ça comme ça? Bah si, mais non. Déjà, c'était dans certains pays, pas tous. Et en plus, ils en ont profité pour apparaître sur le devant de la scène et essayer de politiser le truc pour... voilà, ils en ont profité. Mais tu peux pas dire qu'ils sont pro-printemps arabe. Tu peux pas dire que les revendications portées par les gens qui allaient dans la rue, c'était exactement le contenu de ce que les frères Muses voulaient faire, en fait. Genre non. C'est juste qu'ils ont fait leur move, en fait, pour apparaître dans l'espace public comme une force politique. Oui, voilà, c'est tellement plus complexe, vraiment. Genre le raccourci Mario Kart, là. Genre, ils étaient pro-printemps arabe, mais c'est trop compliqué de dire ça. Je sais pas, moi, c'est... En fait, c'est comme dire le Rassemblement National est pro-gilet jaune. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pas eux qui ont initié les gilets jaunes. Et ils ont plein de choses. Ils se méfient des gilets jaunes de plein de façons. Et par contre, effectivement, ils ont essayé de draguer des affects de gilets jaunes. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pro-gilets jaunes. Ça veut pas dire que demain, s'ils sont au pouvoir, ils vont applaudir des gilets jaunes. Ils font une manifestation dans la rue. Bref, je sais pas. À ces attentats que les discours prônant la... Oui, voilà, et puis les revendications portées n'étaient pas uniques. Enfin, je veux dire, les frères Muses étaient une composante politique parmi d'autres. Remettre à plat, les frères musulmans ont participé dans les pays au mouvement général de la population en Tunisie, Égypte, Syrie. Ils ont participé. Moi, c'est vraiment genre respecter les mouvements sociaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des mouvements sociaux. Je veux dire, on peut pas leur donner une identité profonde. Enfin, j'ai pas dit le contraire. Oui, mais le fait de dire ils sont pro-printemps... Enfin, je sais pas. Ils ont plus été opportunistes. Je sais pas. Ils ont participé, donc ils étaient pros. Mais c'est compliqué de dire qu'ils étaient pros. Vous pensez que demain, il y aurait un autre printemps républicain qui surgirait? Ils seraient heureux. Ils seraient en mode « Ah bah oui, on les aime bien. Nous aussi, on était pour ça. » Les gens, vous comprenez pas l'opportunisme politique? Genre, c'est bizarre de dire ils sont pros. Je sais pas. Peut-être, après, c'est un débat de merde, hein. Mais moi, c'est le fait de dire qu'ils sont pro-printemps arabe, je comprends pas. Je trouve que c'est trop un raccourci, en fait. Ce qui me fait peur, c'est de réduire les printemps arabes à ça, en fait. C'est une horreur. C'est suite à ces attentats que les discours prônant la laïcité comme valeur essentielle de la République ont commencé à essaimer un petit peu partout via une myriade de groupes, associations et personnalités politiques. La journaliste Isabelle Kersimon, qui a coécrit le dossier Slate sur le printemps républicain, appelle ces gens les néo-laïcs. Selon elle, tout en revendiquant... Ou alors il y a un autre terme, on peut dire les laïcistes. C'est un terme aussi que j'aime bien, moi, ça, les laïcistes. Se vouer qu'à une seule laïcité,
Les néo-laïcs ont développé et répandu, en réaction aux attentats du 13 novembre, une panique morale empreinte de terreur et de paranoïa Oui, les laïcards, les laïcistes. dans une surenchère croissante de violences verbales, en entretenant une confusion fautive et dangereuse entre les questions de laïcité, d'islamité et de terrorisme djihadiste. Parmi ces néo-laïcs, le Printemps républicain se distingue par un point. Il regroupe des gens plutôt de gauche, dont beaucoup viennent du PS. Mais à part ça, globalement, il fait comme les autres. Il instrumentalise la laïcité pour s'en prendre à la communauté musulmane. Et dire ça aujourd'hui, ça n'a plus rien de subversif. Ah oui. Bien avant 2015, les militants décoloniaux alertaient déjà sur cette instrumentalisation. Et quelques semaines seulement après la création du Printemps républicain, début 2016, le politologue Philippe Marlière disait déjà que leur Idéologie républicaine fait office de récit politiquement correct qui permet d'euphémiser des objectifs peu avouables, la stigmatisation et le rejet d'un islam visible. Non, mais c'est intéressant, putain. Hein. Il y a des gens, ils étaient. Parce que moi, je pense que le Printemps républicain, durant les premiers mois, ça a été quand même un petit gaslight, quoi. Parce que tout le monde était un peu bousculé par cette histoire d'attentat. Tout le monde voyait quand même qu'il y avait un problème à culpabiliser les musulmans. Mais moi, je peux comprendre les gens qui avaient un affect un peu en mode bah, il faut se recentrer autour du fait qu'on est tous français et qu'on est tous dans la République et que du coup, voilà, et c'est la fraternité, elle est là. Donc, tu peux te faire gaslight. Puis après, voilà, quand ça a commencé à devenir cette espèce de boucle d'éditocrates qui se mettent à devenir de plus en plus islamophobes, bon, voilà, ouais, tu voyais le truc venir, quoi. C'était difficile son papier de diplôme. Comment c'est loin un bout de terre à enrichir. Alors putain, un chaîne zéro, je ne comprends toujours pas ce que tu racontes. Je redis, mais évidemment que le nom Printemps républicain, quelques années après le printemps arabe, c'est pour entériner l'opposition entre la laïcité et l'islam et les musulmans en général. Je parlais du printemps des peuples, que c'est dans l'imaginaire républicain. Oui, et moi je connais pas assez le printemps des peuples, donc du coup je capte moins. Mais pour moi c'est logique, parce que voilà, il y a ce truc de printemps arabe. C'était aussi vu par l'Occident comme peut-être que c'est des pays qui vont être moins islamisés en fait. Enfin, dans le sens où ils vont s'apaiser sur la religion, ils vont nous faire un peu moins peur. Et du coup, eux, ils l'ont un peu en travers de la gorge en fait, parce qu'ils estiment que les printemps arabes, ça a été un échec et que... Je veux dire, à l'époque, ils parlaient beaucoup de frérisme et tout, quoi. Enfin bon, bref. Ce même Philippe Marlière qui en est arrivé à la conclusion que la laïcité est devenue en France le dog whistle d'une prise de position hostile à l'islam et aux musulmans. Oui. Et c'est exactement ce qu'a dit... Et après, moi, je pense sincèrement que ces gens-là, ils sont, à la base, de bonne foi. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est des flocopos. C'est-à-dire, c'est des gens avec un logiciel un peu ni Dieu ni maître, un peu la religion, c'est de la merde, un peu en mode... La République s'était passée de la chrétienté et la religion revient par la petite porte au travers de l'islam. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. OP la balle. Ben non, mais c'est ça. Désolé, hein. Flocopo, je t'aime bien, t'es dans le chat, mais tu serais un gars du PS à l'époque post-attentat, t'aurais peut-être eu la même réflexion. De te dire, ah non, mais c'est pas possible l'islam en fait. C'est pas possible. Genre, c'est bon, on est dans une république, on a réussi à faire la peau à nos curés et on se retrouve avec des imams. C'est pas possible. Et en plus, les plus jeunes, là, ils deviennent fous, ils font des attentats, ils se radicalisent, c'est pas possible. Il faut faire la peau à cette religion. J'étais dans cette vibe-là, bah ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Mais c'est pour ça que je dis que les gens peuvent y croire sincèrement. Genre moi, je peux comprendre l'angle un peu gauchiste, ni Dieu ni maître, qui te fait tourner printemps républicain, tu vois. Genre, je peux capter. Mais aujourd'hui, je pense que si on n'est pas capable de se rendre compte de ce que c'est devenu et de l'islamophobie crasse que le printemps républicain a fait, genre, bon, il y a un problème. Comme Mélenchon anticlérical qui aurait pu en être. Bah oui, et c'est aussi pour ça qu'il a attiré des Guénolés, des trucs comme ça à l'époque, hein, des Kuzmanovic et tout, hein. Je ne dis pas ça pour le conspi, mais c'est une réalité aussi. Il y avait beaucoup de francs-maçons laïcards à l'époque là-dedans. Manuel Valls, oui. Et ces gens-là sont vraiment convaincus, ce ne sont pas que des postures, oui. Aurélien Bélanger, lors de ses interviews. C'est joué ces 20 dernières années de façon assez complexe que j'essaie de démêler dans le livre. L'idée qu'en fait, la laïcité était une arme politique qui pouvait être dirigée
on l'a vu contre l'islam. Peut-être que là, je vais déjà trop vite. Peut-être que vous, comme moi en 2015, vous étiez Charlie et vous aviez pas vu le rapport entre la liberté de la presse incarnée par Charlie, l'islamophobie et la laïcité. Personnellement, après les Il faudrait tellement faire l'histoire de Charlie Hebdo. Vraiment, je pense que c'est dans toute cette histoire de printemps républicain, de qu'est-ce qui s'est passé avec les attentats, Charlie Hebdo, pourquoi ça a été visé, pourquoi... vraiment, il nous manque un truc en France. C'est un docu ou un bouquin bien solide, bien complet, bien mainstream, qui nous explique l'histoire de Charlie Hebdo et de comment ça s'est transformé en quelque chose de borderline islamophobe et tout. Vraiment, genre. De ouf. Et j'ai croisé cet esprit aussi bien chez des bureaucrates du PS que chez les anards. Le délire d'utiliser la laïcité, lumière contre l'islam. Oui, c'est ça. Mais en plus, moi, ce truc des lumières contre l'islam, ça me fascine. Hein. Quelle lumière? Tu parles de quelle lumière? Stop sucer un truc dont t'es même pas capable d'expliquer ce que c'est, quoi. Les lumières de qui, de quand, quelle époque, oui. Bon. Attentats contre Charlie Hebdo, Parce qu'on peut aussi dire que les lumières, ça a justifié la colonisation. C'est-à-dire, on peut dire que les philosophes des lumières, Jaurès et compagnie, là, ça a aussi justifié le fait de civiliser l'Afrique, quoi, tu vois. L'islamophobie et la laïcité. Personnellement, après les attentats contre Charlie Hebdo, j'étais Charlie. J'étais allé manifester. Et les discours que j'entendais de loin à l'époque sur la laïcité me semblaient pas complètement hors de propos. Bah oui. Mais j'ai fini par comprendre. Aurélien Bélanger aussi. Et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls. À un moment donné... Ouais, je pense qu'il faut être un vieux briscard de la politique pour voir le truc à l'avance, quoi. Merci Ilyes. Cadeau. OMG, merci Ilyes. Merci beaucoup. Ça vaut quoi? Et j'ai fini par comprendre. Aurélien Bélanger aussi. Et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls. À un moment donné, on s'est fait gaslight. Et si on s'est fait gaslight, c'est parce que l'EPR et ses alliés de gauche ont très bien travaillé. Et les militants du printemps républicain ont surtout très bien travaillé sur les réseaux sociaux. Ils sont connus pour leur présence en ligne. Et parmi les membres les plus actifs, on retrouve les cofondateurs du mouvement, Laurent Bouffier. Justement, ça fait tellement longtemps que moi je m'en souviens pas. J'ai besoin qu'on me rafraîchisse la mémoire pour que je cerne le moment où j'ai commencé à sentir que moi, le moment où moi j'ai capté que c'était de la merde. Moi, il me semble, c'était pas par rapport à Obono. Moi, il me semble que c'était par rapport à Obono, la caricature, les trucs comme ça, hein, je crois. Hein. Je sais plus. Un intellectuel organique du PS et Gilles Clavreul, un ancien préfet. Et ils sont accompagnés... Gilles Clavreul, c'est un peu un mec de l'ombre, hein, je savais pas. Accompagnés par une tripotée d'intellectuels, de journalistes et de militants qui les ont abondamment aidés à relayer leur propagande. Ah putain, mais c'est des golemons qu'on voit sur Twitter, ceux-là. De journalistes. Lui, je l'ai vu plein de fois sur Twitter, je savais pas. Et de militants qui les ont abondamment aidés. JOD, là. Aidés à relayer leur propagande. Il y a qui d'autre? Attends. Propagande. J'essaye de voir les noms, mais... Certains de ces gars tweetent jusqu'à 500 fois par semaine. Et leur présence en ligne, elle est pas seulement massive, elle est... Non mais attends, à ce stade, c'est pas eux qui tweetent. Ils ont genre un attaché de tweet. aussi hyper agressive. C'est ce qu'on voit dans une enquête de C Politique sur le sujet. L'essentiel du combat du printemps républicain se mène sur les réseaux sociaux avec ce genre de tweets. Interdisons la présence de mères voilées dans les sorties scolaires. Je ne veux pas que les enfants s'habituent au voile. Le printemps républicain revendique 500 militants très offensifs sur Internet. Les pauvres darons, non. Elles veulent juste filer un coup de main et bon. Et ces 500 militants, ils ont surtout été utiles pour faire monter à l'échelle nationale des polémiques de Twitter. Parmi celles-ci, on pourrait nommer l'affaire Ménel, la jeune chanteuse qui a participé à The Voice et qui a dû abandonner après une pression médiatique monstrueuse. Ah ouais, putain, je me rappelle pas. Et puis, bien sûr, il y a eu toute l'affaire de Mariam Pouchtou, étudiante et syndicaliste à l'UNEF Paris 4. Donc à l'époque, en février, on a eu une réforme en France pour rentrer à l'université. Donc beaucoup d'étudiants ont bloqué les universités, ont fait des manifestations, donc j'étais avec eux. Je fais une interview comme j'avais déjà fait, mais c'est sur une chaîne nationale assez connue. Quelqu'un qui était un peu connu en France. RT France TRT français, c'était quoi la chaîne? TRT français, qu'est-ce que c'est que ça? D'une association qui se veut... laïque, voit l'interview et réagit dessus, mais pas sur ce que je dis, parce que je parle très peu, mais sur ce que j'avais sur la tête, donc mon voile. Et donc...
c'est horrible, c'est vraiment, genre, quelle crasse. Ah, ça me dégoûte, putain. Les réseaux sociaux, tout le brouhaha médiatique fait que ça s'emballe très très vite. J'étais juste étudiante dans mon université qui était engagée et qui se retrouve à être à la télé. Donc ça, j'ai dit d'accord. Mais j'ai pas dit d'accord pour le harcèlement qu'il y a eu derrière et toutes les conséquences physiques, psychologiques. En fait, ça me fascine parce que limite, les droitards racistes, ils voient des manifestants, ils voient une femme voilée qui parle à la télé. À la limite, ils sont en mode oui bon, c'est les gauchistes, on les déteste, on les tuera tous, mais est-ce qu'on est choqué? Alors que là, le printemps républicain, littéralement, c'est du flicage. Ça veut dire qu'ils regardent tous les trucs. Ils sont en mode là, une femme voilée là, vous l'avez vu, un voile, vite, prends le Twitter, vite, écris le message vite. On ne veut pas de femmes voilées. Allez! Qui s'en sont suivis en fait. Le harcèlement... Appelle tout le monde. Dis à tout le monde de tweeter. ont subi Mariam et les autres jeunes femmes, il venait de l'extrême droite, mais il a été abondamment relayé par le printemps républicain, qui l'a fait monter sur les grands médias, de BFM TV jusqu'à France Culture, France 5 ou encore France Inter. En fait, le PR a fait le lien entre les paniques morales de la fachosphère et les médias respectables. Et le mouvement ne s'est pas contenté de s'en prendre aux femmes musulmanes. Toutes les personnes publiques en désaccord avec leurs propos ont pris le risque de se faire attaquer par leurs cybermilitants. Mais c'est qui leurs cybermilitants en plus? C'est des gens qui payent à ce stade ou c'est vraiment des gens, des suceurs qui y croient? Genre, ils ont une communauté, genre premier degré, ils ont une communauté de gens qui... Enfin, je sais pas. Parmi les intellectuels, rares sont ceux qui acceptent de critiquer le printemps républicain face caméra. Le printemps républicain, c'est un petit groupe qui est très actif sur Internet, qui, sitôt qu'on parle d'eux, dégaine l'artillerie lourde, d'accusations, de polémiques. Moi, je connais plusieurs personnes qui me disent je ne parlerai jamais de ces gens-là parce que je veux surtout pas me retrouver embrigadé dans des polémiques violentes. Bah oui. Beaucoup se sont malheureusement retrouvés dans ce genre de polémique avec des conséquences pour leur carrière. C'est sous la pression du printemps républicain que... Ah bah oui. C'est vrai que... Putain, merde, j'ai oublié son nom. J'oublie tout le temps, j'oublie les noms. Ah, désolé. Rokhaya Diallo. Elle, c'était sur le truc des pansements. Je m'en rappelle. Vous vous souvenez de ce truc-là? Limite, c'est l'un des trucs les plus anciens. C'est peut-être ça aussi qui m'a fait tilter un peu. Oui, voilà. En gros, le truc qu'elle avait dit, c'était quand même une preuve du problème de racisme dans nos sociétés, c'est les pansements. Les pansements, ils sont tous de couleur... pour s'adapter à la peau des blancs, et on n'en a jamais fait pour les noirs, tu vois. Les pansements, toujours les pansements. Non mais en vrai, elle a raison. Tu vois, c'est un détail. Moi, je suis d'accord que c'est un détail. Je veux dire, c'est un détail. Et il y a peut-être même des personnes noires, jamais elles se sont dit, oui, bon, c'est important, tu vois. Mais elle le note. Mais elle le note comme un détail précieux. De voir que jamais on s'est cassé la tête à se dire, ah bah maintenant il y a des personnes noires dans cette société, go faire des pansements noirs. Mais c'est exactement pareil. Moi, j'avais déjà entendu la même chose dans les écoles de danse classique, où en gros, je sais plus si c'est les chaussures, ou je sais plus si c'est les collants, ou un truc, mais il y a un élément de la tenue qui est censé être couleur chair, et à s'adapter à la peau du danseur, et il n'y avait littéralement pas de version pour les personnes noires. Ça veut dire que les personnes noires devaient mettre un truc qui était censé disparaître parce qu'il était de la couleur de la chair, et voilà. Les binders aussi, oui, bon, après les binders, là où c'est plus complexe, c'est qu'il y en a aussi de toutes les couleurs. Et ça m'étonnerait quand même que les binders, il n'y ait pas des binders un peu woke. Même à l'époque, même il y a 8 ans, quand je commençais ma transition, je voyais des binders avec des personnes noires, hein, pour le coup. En vrai, je suis pas d'accord. Peut-être que t'es tombé sur une boutique qui en faisait pas inclusif, tu vois, mais... Je veux dire, bon, les queers sont un peu woke sur le sujet, quoi. C'est le caoutchouc dans les pointes. C'est ça, non? C'était censé être cher, ça l'était toujours. C'est les ballerines, Moufette. Oui, c'est ça, c'est une histoire de ballerines, je crois. Ouais. Bon, bref. Mais voilà, mais tout ça, effectivement, c'est des détails. Moi, je suis d'accord. Il y a un peu ce truc de c'est pas une priorité. Mais c'est révélateur, c'est tout, c'est comme ça, c'est révélateur. En fait, c'est comme... C'est des petits détails du type... je sais pas, moi, vous êtes un peu le vilain petit canard de la famille. Vous allez à un repas de famille, vous arrivez, on vous dit « Ah, bonjour, comment ça va? Vas-y, installe-toi. » Et on vous met le couvert.
On vous met le couvert, ça veut dire qu'on vous pose l'assiette et on vous pose les couverts. Alors c'est un point de détail, vous allez passer une très bonne soirée. Mais le point de détail, c'est qu'on n'avait pas prévu que vous soyez là. Vous voyez? C'est qu'on vous a mis le couvert. Il n'y avait pas de place pour vous. On n'a pas espéré que vous veniez. On n'a pas mis un truc sur la table en se disant « Ah, peut-être qu'il va venir ». On a juste, au dernier moment, on a sorti le truc, tu vois. En fait, c'est ça. Ça veut dire que c'est des petits points de détail, mais et tu peux en faire une lecture où tu te dis « Ah ouais, c'est profond quand même », tu vois. C'est profond. Ça dit quelque chose de l'ambiance générale. Voilà, c'est tout. Rokhaya Diallo a dû démissionner du Conseil national du numérique. Trop précis, ça sent le vécu. Non, j'ai pas vécu. Par contre, je suis un vilain petit canard dans ma famille, effectivement, mais j'ai pas vécu ça. C'est quoi un binder, Oussem? C'est une brassière pour compresser les seins. En gros, ça permet d'avoir un torse plat, quasiment. Après, ça dépend, hein. Des fois, quand t'as des gros seins, c'est pas possible, mais oui. C'est un truc qu'on utilise, enfin c'est les mecs trans qui mettent beaucoup ça pour qu'on voit pas leur sein. Mais c'est aussi un truc que, je sais pas moi, une actrice au cinéma peut utiliser pour jouer un personnage un peu androgyne, tu vois. Bref. Et moi j'en ai porté des binders parce que quand j'avais commencé ma transition, je faisais un taf et je ne voulais pas que les gens captent que j'étais en train de faire une transition. Et vu que mes seins poussaient et que j'étais encore en garçon, bah, j'étais grave gêné parce qu'en été, genre si je mets un t-shirt, bah il y a des pointes en fait, c'est chelou, tu vois. Il y a des espèces de petites pointes qui sortent, quoi. Donc j'ai mis des binders à l'époque. C'était vraiment une idée de con, quoi. Je prenais un produit pour que mes seins poussent et je mettais un truc pour que mes seins se voient pas. Toblerone, oui voilà, les Toblerone. À l'époque j'avais des Toblerone, oui. La pression du printemps républicain que... Oui, ça baise le dos, c'est pas ouf. Hein. Oui. Rokhaya Diallo a dû démissionner du Conseil national du numérique juste après sa nomination. Je suis convaincu qu'ils ont largement contribué à mon départ avec leurs nombreuses attaques sur les réseaux sociaux, a-t-elle confié à Slate. De même, après des années de harcèlement, Jean-Louis Bianco a lui aussi fini par être écarté de l'Observatoire de la laïcité. Ah ouais? Putain, ce gars-là, je ne sais pas qui c'est. Alors qu'il en était le patron. Le gars était le patron de l'Observatoire de la laïcité. Waouh, ils ont réussi à le faire dégager. Et par la suite, l'organisme s'est carrément fait démanteler. Bonjour, j'ai parlé à Léo aux amphis, il est encore plus snob que Moufette. Mais pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai. La laïcité, alors... Ouais, ça va me faire comme ça, là. Qu'il en était le patron. Et par la suite, l'organisme s'est carrément fait démanteler. Comment expliquer qu'un mouvement citoyen et ses cybermilitants aient pu acquérir un tel pouvoir? Et bien pour le comprendre, j'ai épluché tous les articles de presse que j'ai trouvés sur le printemps républicain. Je vous les ai mis en description si vous voulez vérifier. Et avec ces articles, j'ai fait ça. Magnifique. Impressionnant, hein? J'appelle ça la nébuleuse du printemps républicain. Bon alors, je vous le dis tout de suite, ces gens ne font pas partie d'une organisation secrète, ils font même pas tous partie du printemps républicain, ils ont même pas tous les mêmes opinions politiques. Par contre, ils partagent tous les mêmes obsessions, et notamment celle de l'islam. Du coup, ils se retrouvent régulièrement entre eux lors de conférences ou d'émissions de TV pour en parler. Et comme il s'agit de journalistes, de politiques, d'intellectuels, eh ben, il y a des gens qui écrivent des articles sur ces conférences qu'ils font. Et moi, j'ai fait une synthèse. J'y ai inclus aussi bien les alliés directs du printemps républicain que ceux qui se contentent de... Oui, très très proche. Onfray, Front Populaire et tout, là. Pécresse. Ça m'étonne, Pécresse, un peu. Ok. De relayer leurs opinions politiques. CNews, BFM, tout ça, là, lié à ce gars. C'est qui ce gars, là? Ouak. Au cœur, on trouve... Donc, c'est qui Abdel Ouak? Les cofondateurs... J'arrive pas à lire, en fait, en dessous. Laurent Bouvet et Gilles Clavreul, qu'on a déjà mentionné. Gilles Clavreul, qui avait été nommé à la DILCRA en 2014, la délégation interministérielle à la... Ah, El Khatmi, ok. Lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. C'est pas une petite asso, hein, c'est un organisme d'État. Et c'est Manuel Valls qui l'y a nommé. Pas étonnant donc de retrouver dans les soutiens du PR Manuel Valls et une tripotée d'opportunistes, socialistes, anciens socialistes. Ah ouais, Anne Hidalgo, Cazeneuve, Gage... Socialiste et macroniste médiocre, Jérôme Gage, Anne Hidalgo, Jean-Pierre Chevènement, Bernard Cazeneuve et bien d'autres dont personne ne se rappelle le nom. Il s'y trouve aussi Jean-Michel Blanquer, connu pour avoir été ministre de l'Éducation nationale et pour avoir lancé un think tank destiné à promouvoir la lutte contre... Oh putain oui, on s'en rappelle. Hein. Contre le wokisme. Les fameuses conférences sur le wokisme avec Blanquer et l'espèce d'enquête là, je sais plus comment elle s'appelait, la ministre de l'époque là. Vraiment, quelle perte de temps. Ils ont mis, je sais plus combien d'argent ils ont mis dans ces espèces d'enquêtes de merde là. Ça n'a rien donné, c'était... Enfin, bon.
Think Tank qui réunit Aurore Berger, Jean-Pierre Chevènement. Ah oui, c'était Vidal. Oui, parce qu'en gros, à l'époque, ils voulaient faire une enquête sur l'infiltration des islamistes dans les universités, sur les réseaux islamo-gauchistes à l'université. Et est-ce qu'on doit continuer de donner des bourses et de l'argent pour des islamo-gauchistes? Enfin, vraiment, c'était... Ça veut rien dire, quoi. Manuel Valls, mais aussi Caro. Et je me rappelle, à l'époque, le sport préféré du printemps républicain, c'était trouver des thèses ou des mémoires complètement obscures d'étudiants du type réflexion sur la bispiritualité des Indiens d'Amérique, tu vois, un truc comme ça. Et de faire des tweets en mode regardez cet étudiant complètement débile qui fait une thèse là-dessus. Genre, c'était le sport de l'époque, je m'en rappelle. Think Tank qui réunit Aurore Berger, Jean-Pierre Chevènement, Manuel Valls, mais aussi Caroline Fourest et Elisabeth Badinter, aussi grand soutien du printemps républicain. Oui. Autour de ces vainqueurs, on trouve bien sûr Marlène Schiappa qui a... Putain, avec ses dossiers, les casseroles qu'elle a au cul, elle, en plus. A toujours été très proche du printemps républicain. Et oui, et Sifawi, bien évidemment, Sifawi. Et Sifawi, lui, c'est vraiment l'angle frériste, c'est Sifawi, quoi. Au point de refourguer l'argent du fonds Marianne à certains de ses sympathisants, dont Mohamed Sifawi, qui a travaillé pour Marianne. À noter aussi que la veuve de Laurent Bouvet, Astrid Panossian-Bouvet, est cofondatrice du parti La République En Marche de... Mais Sifawi, il me fascine, parce qu'il me semble que c'est... Alors, Attends, Sifawi, c'est un Algérien, non? Je sais plus. Mais il me semble que c'est un bourgeois proche du pouvoir de là-bas, qui est venu en France, et du coup c'est un peu... Enfin, c'est bizarre. C'est un personnage bizarre, quoi. C'est vraiment le token parfait, c'est-à-dire c'est le gars qui écrit avec cœur, avec du cœur, il écrit des bouquins sur... Enfin bref. Ça me fait penser que la plainte de Benzema contre Darmanin était classée sans suite. Oui. Il avait accusé Benzema d'être lié aux frères musulmans. Oui, c'est... Badinter, elle n'était pas un peu basée quand même pour une féministe raciste? Bah, bof. Bouvet, Astrid Panossian-Bouvet est cofondatrice du parti La République En Marche. Oui, voilà, elle s'est fait une carrière sur le féminisme et sur la figure de Beauvoir, tu vois. De Macron, et qu'aujourd'hui elle est ministre du Travail. On retrouve aussi la rédaction de Charlie Hebdo, notamment avec son avocat Richard Malka, qui a aussi défendu Mila, son ancien directeur Philippe Val, son rédacteur en chef Gérard Briard, et Marie Cabrette, plus discrète, l'ancienne DRH du journal, qui est... Oui, je sais pas qui c'est. Est aujourd'hui présidente du Printemps républicain. Ah bon, ok. Chez les intellectuels, on trouve Gilles Kepel, son nom me dit quelque chose. Régulièrement invité dans les médias en tant qu'islamologue. C'est lui qui a inventé le concept de djihadisme d'atmosphère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Djihadisme d'atmosphère, en mode c'est comme une maladie et elle se répand parmi les musulmans. Du coup, il y a une atmosphère de maladie de l'islam. C'est ça, non? Vraiment éclaté son concept, hein, ça on comprend pas. C'est quand ça sent le kebab. C'est quand il y a un rayon halal au Carrefour, c'est ça? C'est quand il voit des saucissons régalades Isla Délice et qu'il se dit que la France est perdue. Kepel, c'est le chef de file des sociologues islamophobes. Ok. On reparlera. Il y a aussi le philosophe... Non, par contre, moi je suis dans un truc où je me dis, bon, si jamais il y a les fascistes au pouvoir, là, et que les Arabes, les musulmans, ils doivent s'en aller de France. Sincèrement, juste, s'il vous plaît, laissez-nous le saucisson. Laissez-nous du Isla Délice, là. Parce que moi, premier degré, genre, maintenant, j'achète plus de jambon, je prends ça, c'est bon. C'est moins cher et t'en as pas mal et tout, et ça se conserve bien et tout. Raphaël Enthoven, qui a longtemps travaillé pour France Culture. Sa copine Adèle Van Rief est directrice de France Inter et il a cofondé... Ah ouais, oh les conflits d'intérêts. Hein. Franc-tireur avec Caroline Fourest et Christophe Barbier. Christophe Barbier. Lucie a dirigé l'Express de 96 à 2016 avant d'être consultant pour BFM TV. Notons, et c'est important, que parmi tous ces relais médiatiques, c'est Franc-tireur qui a la ligne la plus proche du printemps républicain. Donc moi... Parisienne islamisée, ton cas s'aggrave. Ça parce que j'ai bouffé du Isla Délice. Je pars du principe que ces rédacteurs sont des alliés du PR jusqu'à preuve du contraire.
C'est le cas de Benjamin Cyr, un des militants les plus agressifs sur... Et qui ce cuck là avec son chapeau de simp là? Un des militants les plus agressifs sur Twitter, d'accord. Sur Twitter, et Brice Couturier qui a longtemps travaillé pour France Culture. Chez les journalistes, on trouve aussi Pascal Bruckner, essayiste et chroniqueur au Point et au Figaro. Il y a aussi Jean Birnbaum, un essayiste dont la théorie c'est que lors d'attentats terroristes, on ne parle pas assez de religion. Il est aussi journaliste et chroniqueur sur France 5 à C'est ce soir. Et puis, bien entendu, il y a les figures les plus connues comme Sophia Aram, chroniqueuse sur France Inter, Rachel Kahn sur RTL et Radio Classique. Et puis pour finir, on va quand même mentionner Michel... Rachel Kahn, c'est l'une des personnalités qui est allée le plus loin dans son délire, quoi. Onfray, le philosophe, et Céline Pina, une ancienne du PS. Ils ont fondé ensemble le média Front Populaire après avoir été proches du Printemps républicain. Ils le sont encore par un certain nombre d'idées qu'ils partagent, même si, hormis sur CNews, plus grand monde ne les prend au sérieux. Bon, je vais pas tous les citer parce que déjà il en manque et puis ça prendrait des heures, mais là on commence à vraiment bien comprendre comment une bande de tweetos agressifs ont pu avoir une telle influence dans la politique française. Regardez, ils sont aussi bien sur Arte que sur France Inter, Marianne et BFM TV. Avec une couverture médiatique pareille et de tels relais politiques, n'importe quel tweet peut se transformer en affaire nationale. Mais surtout avec de tels relais médiatiques, n'importe quelle idée peut être diffusée dans le débat public. Mais oui, c'est ça qui est horrible. Vraiment, c'est ça qui est horrible, quoi. C'est même à l'époque... Moi, j'avais fait une BD sur Enthoven qui avait bien marché. Et elle avait fait plusieurs milliers de likes et tout. Je crois qu'il avait réagi. Je crois qu'il avait RT en disant c'est inadmissible, un truc comme ça. Mais au fond de moi-même, j'avais quand même une peur. C'est que j'avais conscience que ces personnages-là, si tu t'attaques à eux, déjà, ils tweetent tout le temps. Et potentiellement, oui, ça devient une affaire d'État, tu vois. Des fois, j'avais peur. Je me disais, mais ouais, je fais mes petites BD, mais si ça tombe demain, on va en parler sur un média. Et ça va chercher mon adresse et tout. Bon. Et les idées du printemps républicain, vous les connaissez, c'est sûr. Elles se traduisent par un vocabulaire bien précis. Ils emploient des termes comme communautariste, universalisme. Ils sont aussi à l'origine du dévoiement du mot républicain, comme quoi les antiracistes sont pas républicains car séparatistes. Et puis peut-être que les antiracistes vont trop loin après tout. Peut-être que c'est eux les vrais racistes. Oui. Alors j'aimerais quand même qu'on rappelle une toute petite chose, un détail historique qui me paraît quant à moi fondamental, c'est que l'Europe a pratiqué l'esclavage, mais elle a aussi inventé l'abolition. Vraiment, c'est une dinguerie de dire ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Quand tu sais que ça a fait qu'il y a eu des mouvements de libération, des guerres, des esclaves affranchis qui vivent dans la forêt à base de fusils, à base de ça fait des raids sur les esclavagistes pour libérer les autres et tout. Quand il y a eu des luttes intestines profondes. Et ce mec-là vient dire ah ouais, bah on a aussi inventé l'abolition. En fait, c'est presque une manière de dire ces noirs là, ils étaient tellement cons qu'ils ont été esclaves et ils ont pas pensé à l'abolition. Il a fallu qu'on y pense pour eux, quoi. C'est dingue, hein. Être racisé, être afrodescendant, être ceci ou cela, ça veut dire que ce sont des mots du séparatisme. En fait, ces discours, vous les connaissez parce que vous les avez entendus 1000 fois. Le printemps républicain recycle les mêmes idées que Zemmour, mais avec une élégance bourgeoise, une retenue. Attendez, je vais me mettre en bas parce qu'on voit pas la tête de Léo, c'est dommage. C'est bien de voir sa tête quand même un peu là. En plus, il est BG, Léo. Voilà. Pour le plaisir des yeux un peu. Une sophistication qui est celle de leur classe. Le féminisme, en France, en Europe, là, mais en France beaucoup, marche sur la tête de façon stupéfiante et sert les intérêts. Il est tellement misandre qu'il sert les intérêts du machisme et le féministe que je suis, il ne le supporte pas. Le féministe que Le wokisme, c'est une vision identitaire du féminisme et de l'antiracisme qui les dévie vers une forme de sectarisme. Plutôt que de dire que les féministes sont des folles haineuses et que les antiracistes doivent rester à leur place, la nébuleuse du printemps républicain va condamner les dérives, les excès. C'est exactement ce qu'a fait Caroline Fourès dans son dernier livre qui est sorti en septembre, où elle explique que MeToo, ça a quand même détruit des vies d'hommes. Oh les pauvres. Mais leur plus grand succès, c'est vraiment les discours colorblind contre les antiracistes et surtout contre les musulmans. Comme quoi, l'islamophobie n'existe pas, les musulmans refusent de s'intégrer, il faut lutter contre le communautarisme.
L'islamophobie est une escroquerie intellectuelle qui vise à atrophier le débat. Et ça, on peut le documenter, c'est pas le propos aujourd'hui. Mais ce qui Putain, mais Sifaoui, il me fascine. Hein. caractérise la France... C'est l'un des personnages qui me fascine le plus, parce que je le trouve vraiment, il est tout le temps à cran, il est bizarre. À atrophier le débat. Et ça, on peut le documenter, c'est pas le propos aujourd'hui. Même la manière dont il parle comme ça. Non, mais c'est même pas pour moquer, c'est pas une histoire d'accent, c'est sa manière de parler, tu sais, il découpe tous les mots. On dirait un préparateur japonais qui est en train de découper du poisson comme ça, là. Tac, 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 comme ça. Il ne faut pas parler de ça comme ça. Il parle comme un prof de maths. Ce qui caractérise la France, c'est que nous avons une minorité religieuse qui ne veut pas jouer le jeu de la laïcité. C'est-à-dire que maintenant, on fait le procès de la France d'un racisme prétendument systémique qui n'existe pas. Mais pourquoi vous faites ouah? En fait, vous êtes des golemons, vous savez même pas ce qu'est un accent. Attention, ça glisse là. Mais arrêtez les Jean-Michel postures de merde là. Vous savez même pas vraiment identifier ce qu'est un accent. Dès que vous voyez un mec qui est un minimum arabe ou noir, dès que ça commence à faire imiter un peu sa voix, vous êtes en mode « Ah, c'est un accent !» Eh, mais détendez-vous, hein, c'est bon. Hein. Pas en réalité. Mais la question, c'est de lutter contre le communautarisme et de faire en sorte que chacun s'intègre. Je mets de côté la France insoumise qui est... Pourquoi il y a de la complaisance. Il y a de la complaisance, il y a de l'ambiguïté en tout état de cause. On te taquine. Oui, mais ça m'énerve. Je vous jure, mais je me méfie. Je me méfie. Tu te fais troll. Oui, je me fais troll un peu. Mais je me méfie. Pourquoi il y a de la complaisance. Il y a de la complaisance, il y a de l'ambiguïté en tout état de cause. De l'islamo-gauchisme. Ah, avec sa Dirty Sanchez là. Oui, je pense que c'est un discours islamo-gauchiste. C'est bizarre quand même, tous ces gens de gauche qui utilisent les expressions wokisme, islamo-gauchisme, communautarisme, parce qu'on aurait tendance à penser que ces mots ils viennent plutôt de l'extrême droite. Dans l'article qu'on a cité plus tôt, la journaliste Isabelle Kersimon nous dit que les néo-laïcs partagent avec l'extrême droite. Mais j'aime pas ce truc de néolamique. Néolamique. C'est bizarre d'appeler ça néo-laïque parce que ça peut presque être amélioratif. Après, néo-conservateur, il y a le terme conservateur dedans qui permet d'y voir clair, tu vois. Mais néo-laïque, genre, je sais pas, c'est trop gentil. Soyons un peu méchants, bordel. Laïcard, c'est mieux. La journaliste Isabelle Kersimon nous dit que les néo-laïcs partagent avec l'extrême droite un vocabulaire commun, dont les mots valises et néologismes les plus connus actuellement sont islamo-gauchiste, indigénisme et wokisme. Ces termes ne décrivant aucun phénomène social massif ont pour utilité de disqualifier les luttes antiracistes, féministes et plus globalement progressistes. En fait, dans tout ce vocabulaire que le printemps républicain partage avec l'extrême droite, il y en a une partie qui vient effectivement de l'extrême droite, comme le mot wokisme, et il y en a une partie qui vient de la gauche, ou plutôt du travail que le PR a fait pour dévoyer des mots, des idées et des concepts de gauche, comme laïcité, universalisme ou encore l'adjectif républicain. À force de les réajuster, de les tordre et de les redéfinir, ces mots ils sont effectivement devenus des dog whistles Bah oui, et c'est horrible. Islamophobes acceptables, que même l'extrême droite peut mobiliser. En fait, c'est ça qui est fascinant, c'est que ils ont fait un travail intellectuel excellent pour le Rassemblement national. En fait, c'est grâce à eux que les rhétoriques et les discours du Rassemblement national ont trouvé leur langage et leur manière d'être utilisés et de raisonner dans des discours de gauche. C'est eux, en fait, qui ont créé le terrain intellectuel et les bons mots pour pouvoir s'approprier ces sujets-là tout en ayant une posture un peu de gauche, tu vois. Bon. Depuis que je fais de la politique, des chartes collées contre les murs des lycées, des hôpitaux, pour rappeler la laïcité, j'en ai vu passer des dizaines et des dizaines, ça n'est pas suffisant. Il y a des mosquées salafistes dans notre pays, il faut les fermer. Alors, on pourrait s'arrêter là et conclure que le printemps républicain, finalement, c'est une bande de gens de gauche qui se sont perdus dans leur obsession pour l'islam, au point de réemployer les mots de leurs potes d'extrême droite et surtout, sans se rendre compte qu'ils leur filaient aussi des balles pour progresser. Et politiquement, le PS a fait le reste. En termes de chronologie, non. Enfin, je veux dire, le PS était au pouvoir quand le printemps républicain a émergé. Et après, ça a été échec sur échec. Enfin, je veux dire, Hidalgo n'a jamais eu quoi que ce soit d'intéressant électoralement, quoi. Donc, bon. On pourrait aussi faire comme Lumi et Usul dans leur épisode sur franc-tireur et conclure qu'il s'agit d'une bande de bourgeois défendant l'ordre existant. Oui voilà, c'est des bourgeois qui défendent le système, mais on pourrait même dire franc-tireur, c'est le système qui se défend.
Voilà. Et tout ça, c'est vrai. La nébuleuse du printemps républicain regroupe des bourgeois dont beaucoup de politiques à la carrière ratée. Bah oui, qu'est-ce qu'ils sont médiocres. Et tous défendent leurs intérêts en surfant sur les mots d'extrême droite du moment pour continuer d'exister dans les médias. Mais ça ne nous dit pas sur quoi ils s'accordent ni quelle vision du monde ils partagent. Parce que c'est bien joli de dire qu'ils sont obsédés par l'islam, mais ça ne nous explique pas pourquoi. Pourquoi est-ce que cette religion leur pose autant de problèmes? Et surtout, pourquoi est-ce que des gens qui se prétendent de gauche passent autant de temps à taper sur les musulmans, sur les féministes, sur les antiracistes? Ben moi je l'ai dit tout à l'heure, du coup oui, vous avez dit je spoil la vidéo, mais oui. Pour moi, honnêtement, ils y croyaient au début. Et beaucoup de gens se sont fait gaslight par, après les attentats, le truc de dire, bah oui, il faut qu'il y ait un sursaut d'identité nationale, tu vois. Alors moi je suis pas nationaliste, mais vu que la nation est un outil qui est là et qui est à disposition et qui fait identité, tu vois, bah moi ça me gêne pas dans la notion d'état français, de nation française. Bah, l'état, la nation, c'est pas pareil, mais de nation française, il y a la devise quand même, il y a le drapeau, il y a des choses bien. Genre, il y a un imaginaire, quoi. Il y a un imaginaire de la commune ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ça peut me parler. Mais donc ça faisait sens à ce moment-là. On l'a pas vu venir immédiatement. En tout cas, moi non. Bref, sur tout ce qu'ils appellent les woke islamo-gauchisés. Juste une petite pause pour vous dire que voilà, cette vidéo elle a mis beaucoup de temps à sortir. Non seulement parce que j'ai eu beaucoup de travail pour les recherches, mais... En même temps, je dis ça, mais c'est arrivé vite quand même, genre... C'est arrivé vite parce qu'il y a eu le débat sur la déchéance de nationalité avec François Hollande. C'est vrai ça quand même. Hein. Rappelle qu'il est venu en tant que président faire un discours à l'Assemblée pour dire qu'il allait faire ça, quoi. Vraiment, il s'est tiré une balle dans le pied. Qu'est-ce qu'il est con. Hein. Voilà, cette vidéo elle a mis beaucoup de temps à sortir. Non seulement parce que... Merci Potakbal. Vraiment, genre le pire truc à faire, c'est l'exception du président qui va à l'Assemblée alors que c'est un truc un peu événement, pour proposer une loi qui n'est pas du tout de gauche et qui finalement il va pas faire parce que il allait trop loin. Genre, qu'est-ce qu'il est con. Parce que j'ai eu beaucoup de travail pour les recherches, mais aussi parce que j'ai dû reprendre d'autres activités pour m'en sortir financièrement. Donc si vous voulez voir des vidéos plus souvent, le mieux c'est de m'aider via Patreon ou via Tipeee. Merci à toutes les personnes qui le font déjà, c'est grâce à vous que ces vidéos peuvent exister. Et puis pour les autres, vous connaissez la chanson, partagez, likez, commentez, tout ça, ça m'aide énormément. On retourne tout de suite à la fin de la vidéo pour répondre à la question: pourquoi le PR est-il obsédé par l'islam? Eh ben j'ai fini par le comprendre en tombant sur un film diffusé par Elnet France sur YouTube. Elnet, c'est une association dont le but avoué est de promouvoir les politiques et l'image d'Israël en Europe. Plusieurs journalistes comme Jean Stern disent qu'il s'agit clairement d'un lobby israélien. Ouais. Dans ce film intitulé Islamo-gauchisme, la trahison du rêve européen, la nébuleuse du printemps républicain nous explique très précisément ce qu'est l'islamo-gauchisme. On désigne par islamo-gauchisme un peu la nouvelle maladie infantile qui, au nom du progressisme, tend à prendre les islamistes, y compris les plus réactionnaires, y compris les plus totalitaires, pour les nouveaux damnés de la Terre. Et c'est les mêmes qui soutiennent Israël aujourd'hui. Dans ce film, on apprend que les islamo-gauchistes, ce sont toutes les personnes comme moi. Les LGBT qui soutiennent le peuple palestinien, les féministes qui refusent que des femmes soient discriminées car musulmanes, et globalement tous les gens de gauche qui sont pas trop ok avec l'islamophobie. Mais surtout, on apprend que nous tous, nous ne sommes qu'une bande d'abrutis parce que nous ne réalisons pas que des salafistes, frères musulmans, islamistes radicalisés se cachent parmi nous pour détruire l'Occident. Et je ne fais que paraphraser ce qu'ils disent en bourgeois. Les frères musulmans encouragent leurs adeptes à se répandre dans la société, quitte à abandonner d'ailleurs certaines pratiques ostentatoires ou en tout cas visibles de l'islam le plus rigoureux pour justement se fondre et faire ce travail de pénétration. Mais ça c'est vraiment un fantasme, moi ça me fascine. Hein. C'est vraiment un fantasme, je veux dire, à la limite ce truc... un peu du fétichisme, de se dire « Ah là là, les musulmans sont les nouveaux damnés de la Terre », je peux l'entendre. Parce que oui, alors vraiment c'est isolé, hein. C'est une critique isolée. Mais effectivement, tu peux sentir que dans certains milieux gauchistes, d'un coup ça s'est mis à se former sur la question palestinienne et il y a une espèce de fétichisme de la lutte, tu vois. Comme je sais plus qui disait ça là, c'était chez Dany Raz. Fétichisme de la lutte impossible en quelque sorte là. Oui, à la limite, pourquoi pas. À la limite, pourquoi pas. Mais
dire que... merde, qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Oui, vraiment, cette idée qu'il y a eu un courant de l'islam qui a réfléchi, tu sais, limite les gens, ils ont fait un conseil, ils étaient tous dans un salon, là, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là pour les baiser, les LGBT, là? Il faut qu'on maquille qu'on n'aime pas trop les LGBT et les féministes. Comme ça, ils vont être nos alliés, puis après, on va tous les jeter d'un immeuble comme ils font l'État islamique. Oui, c'est du complotisme, ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas, quoi. J'essaye de tourner mon cerveau dans tous les sens en me disant qu'il y a peut-être un exemple, mais non. Ça n'existe pas. Genre, c'est des individus musulmans, mais dans des contextes où, je sais pas moi, ils grandissent dans des collèges, dans des lycées, avec des LGBT, des féministes. Du coup, ils parlent de ces sujets-là, et ils font un pont, et ils font un compromis entre leur foi et entre ce qu'ils pensent de certains individus qui composent la société, et ils décident d'essayer de vivre avec eux, et de, voilà, tu vois, la vie, quoi. Ben oui, la vie, mais il y a certainement pas un truc organisé, tu vois. Ils pensent qu'ils faisaient de l'entrisme. Mais oui, il n'y a jamais eu d'entrisme. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Moi, j'en ai vu des assos bizarres, féministes, trans, avec plein d'anards. Normalement, mais il est où l'imam, là? En fait, vraiment, si je suis leur logique, il est où l'imam dans mon asso féministe? J'y ai été, moi, dans l'asso féministe. Il est où l'imam? Il est où l'imam là qui nous explique ce qu'il faut faire? Ça me tue, quoi. Le plus rigoureux pour justement se fondre et faire ce travail de pénétration. Dans l'islamo-gauchisme, c'est le gauchisme qui sera cocu. Le gauchisme n'aura été que le véhicule d'une pensée qui se sera appuyée sur son relativisme, en l'occurrence, ou sur un relativisme qu'il prend pour de la tolérance, pour en réalité s'installer dans les consciences, produire du c'est vraiment leur fantasme, hein. Dogme, et ensuite tourner le dos à ceux qui lui auront ouvert la porte, tenu la porte et facilité la tâche. Vous avez entendu? Défendre l'an... On adore ce travail de pénétration. Après, c'est vrai, les militants du phare, à l'époque, ils aimaient bien aussi le travail de pénétration. Ah oui. Antiracisme, le SMIC à 1 600 €, le féminisme et les trans, ça va nous mener tout droit à la charia. Faut faire gaffe. Je trouve qu'on a plutôt une civilisation occidentale qui intellectuellement, en tout cas, avait porté au pinacle des valeurs humanistes et universelles qui, je crois, ont amélioré plutôt les choses entre les hommes. Et on a une proposition de société qui est une société obscurantiste, violente, inégalitaire. Retenez bien ça. D'un côté, il y a la société occidentale qui est l'aboutissement suprême du processus de civilisation humaine, finalement. Oui. Et de l'autre, il y a l'obscurantisme, soutenu par les islamo-gauchistes, dont l'objectif est d'entraîner la chute de l'Europe et d'Israël, bien sûr, puisqu'Israël, c'est l'Europe en juif. Oui, bah oui. C'est pas moi qui le dis. Les Juifs, ils n'ont jamais rien su faire d'autre que de l'Europe. Donc quand ils ont eu une terre, ils ont fait un bout d'Europe au Moyen-Orient. Alors, attends, je reformule. Les Juifs... Non mais en plus c'est horrible de dire ça comme ça. Vous vous rendez compte, mais les Juifs, c'est horrible. Mais non, mais la formulation est dégueulasse. Ah, Philippe Val, quoi. Les Juifs, ils n'ont jamais rien su faire d'autre que de l'Europe, mais c'est horrible. Mais oui, c'est antisémite de fou. Tous les Juifs. C'est vraiment tous les Juifs. Tous. Christine, tous. Tous, peu importe d'où ils viennent. Je veux dire, même des Juifs d'Éthiopie un peu bizarres qui n'ont rien à voir avec ça, c'est pas grave. Ils savent faire que de l'Europe. Même les Éthiopiens. Non, mais c'est... Voilà. Tous, hein. Vraiment, c'est sale. C'est sale, quoi. Faire d'autre que de l'Europe. Mais tu peux remplacer le mot par colonisation. Du coup, c'est horrible à dire, hein. Mais du coup, voilà, oui, les Juifs n'ont jamais fait rien d'autre que de la colonisation. Donc quand ils ont eu une terre, ils ont fait un bout de colonisation au Moyen-Orient. Voilà, ils ont eu une terre, ils ont fait un bout d'Europe au Moyen-Orient. Bon alors, j'interromps le truc là parce que lui, Philippe Val, il est en train d'homogénéiser l'ensemble des personnes juives. Oui, merci Léo, parfait, oui. Pour leur attribuer des valeurs intrinsèques. C'est sale. Et putain, et personne ne dit rien, quoi. C'est littéralement de l'antisémitisme. Ne faites pas ça. S'il le fait, lui, c'est parce qu'il pense que c'est une bonne chose. Oui, t'as vu, Discorentin, c'est bien Pognox, hein. Ouais.
Paix à son âme, hein, paix à l'âme de Nicolas Kerr. Hein. Que Israël ressemble à l'Europe en plein milieu de tous ces pays arabes du Moyen-Orient. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Donc il faut être islamo-gauchiste. Vous voyez, c'est voilà, et pour que l'Europe... Oui, c'est ce gars qui a fait le tournant islamophobe chez Charlie. Oui, en gros, si vous voyez pas qui est ce gars, c'est le patron de Charlie. Quand on voit les caricatures antisémites qui nous pondaient aussi à cette période, c'est pas surprenant. Bah oui. En gros, l'un des tournants vraiment de Charlie Hebdo, il me semble qu'en fait, à un moment, Charlie Hebdo, ils ont eu des problèmes. Alors, à l'époque, c'était Harakiri, je crois. Je sais plus. Pacôme, il avait expliqué durant mon live. J'essaye de me souvenir de ce que Pacôme avait dit. Si vous voulez voir, je crois que c'est vers la deuxième moitié de l'entretien que j'ai fait avec Pacôme. C'était Charlie. Non, c'est plus complexe que ça, Adèle. Il me semble que l'équipe de dessinateurs, je vais dire l'équipe de dessinateurs parce que je me rappelle plus. L'équipe de dessinateurs, je crois, ont eu des problèmes par rapport à certaines caricatures. Ils ont dû abandonner un peu le navire et pour se reconstituer une structure, il y avait un dessinateur qui s'appelait Charlie et à partir de ça, ils ont fait Charlie Hebdo. À partir de ce dessinateur-là, tu vois, pour faire un collectif autour de ce gars. Et ensuite, Charlie Hebdo, pendant quelques années, ça a été ce que ça a été, jusqu'à ce que Philippe Val rachète le truc et tout. Oui, on avait déjà pris 2-3 verres. Oui, à la fin, on était bourrés. On était vraiment bourrés, quoi. Oui, on avait un peu chaud. Quand on a coupé le live, on sentait qu'on avait un peu chaud. En référence à Charlie Brown. Oui, voilà, c'est ça. Charlie Hebdo, c'est les anciens problématiques de Harakiri. Pas que, c'est plus complexe, mais oui, on peut résumer comme ça. Charlie était presque en faillite. Oui, c'est ça, non, il y avait un truc. Charlie mensuel avec Peanuts. Avant, ça s'appelait comme ça. Harakiri est censuré, l'équipe fait un hebdo qui va disparaître à un moment et dans les années 2000, racheté par Val. Voilà, merci. Déjà en 2005, il faisait des éditos dégueulasses, voilà. Non mais Karaguap, il a bien résumé. Voilà, que s'effondre pour que l'État d'Israël disparaisse, pour que c'est un fantasme qu'on peut définir comme étant grotesque. Mais en fait, c'est dégueulasse. Moi, je trouve vraiment ce truc de... Tu crées une entreprise, tu la crées autour d'un collectif avec des idées engagées et tout, et potentiellement, ton truc, il se fait racheter 20-25 ans plus tard par un fils de pute qui en change complètement la forme et l'identité. Et ça perturbe complètement les gens qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe. En fait, c'est comme si Zawaprod, dans 20 ans, s'était racheté par un influenceur d'extrême droite. Genre, c'est fou, tu vois. Peut-être qu'il n'arrivera, j'espère. Oui, les sourcils. Oui, mettez des trucs comme ça dans le chat, là. Mettez ça dans le chat, là. La séquence Philippe Val. C'est vrai qu'il y a des sourcils comme ça. Qu'on peut définir comme étant grotesque. Peut-être qu'il n'arrivera, j'espère, jamais. Mais en attendant, c'est quand même ça, c'est la haine. Pour tous ces gens, c'est pas cohérent que des progressistes défendent les musulmans de France contre des lois islamophobes ou les Palestiniens contre la colonisation israélienne. Parce que dans leur imaginaire raciste, on ne peut pas être musulman et de gauche. Le musulman est renvoyé à une figure moyenâgeuse. Oh, la BO. Oh, ça me donne envie de mettre... Désolé, c'est très lunatique, hein, des fois, mes streams, hein, si vous découvrez. Binding of Isaac. Machine in the Walls. Quel banger. Le meilleur DLC, hein. Merci Krone, merci. Ça va ou quoi les gens? Bienvenue. On regarde la vidéo de Léo, mais j'ai eu un autisme et du coup je réécoute une musique de Binding of Isaac. Oui, c'est un DLC non officiel, mais c'est pour ça que c'est le meilleur DLC, il était trop bien. Il s'est officialisé, mais sans les SIC. Je sais pas c'est quoi les SIC, mais oui, le Rebirth là. Là où tu dois refaire le niveau à l'envers pour finir le jeu et tout. Pour débloquer tous les persos en prime. Repentance, oui, pardon, Repentance. Repentance, c'est un remix de Anti-Burst un peu, ouais.
J'entends les musiques. Mais c'est trop dommage de pas avoir pris celle-là, parce que celle-là, c'est du poulet, elle est trop bien. C'est le dev d'Antipurse qui a fait Repentance. Ok. Ok, je savais pas. Bon, désolé, c'est juste parce que Léo avait mis ça en fond. Du coup, enfin, il avait mis une musique de... Oui. C'est pas cohérent que des progressistes défendent les musulmans de France contre des lois islamophobes ou les Palestiniens contre la colonisation israélienne. Parce que dans leur imaginaire raciste, on ne peut pas être musulman et de gauche. Le musulman est renvoyé à une figure moyenâgeuse et obscurantiste, construite comme l'opposé de l'homme occidental, qui lui est héritier d'une Merci Jeton. Merci beaucoup pour les 200 bits. Culture d'émancipation entre libéralisme et libertinage, attaché au fait de boire du vin et de mater les femmes en mini-jupe. Ah oui. Donc on est au cœur de l'islamisme radical pour le coup, c'est-à-dire de cette doctrine débile qui consiste à... Ah mais même il me dégoûte la manière dont il en parle, on dirait il sait tout. Radical. Radical. On est au cœur de l'islamisme radical. Pour le coup, c'est-à-dire de cette doctrine débile qui consiste à couvrir les femmes pour les préserver. C'est pas l'islamisme radical du coup, c'est le voile du coup, ça l'est aussi. Oui. Du désir qu'elles sont susceptibles, les salopes, d'inspirer elles-mêmes, si vous voulez. Vous voyez, juste porter un voile pour eux, c'est déjà l'islamisme radical. Je lui souhaite d'être une femme, hein, des fois. Hein. Et là-dessus, nous, les islamo-gauchistes, on est complètement aveugles. On est les idiots utiles du complot contre la démocratie. Sauf que, leur théorie, elle tiendrait. S'il y avait effectivement des salafistes frères musulmans islamistes radicalisés dans nos rangs et surtout dans nos quartiers, du club de sport de Grigny au Parlement européen. Le problème, c'est qu'ils ont jamais réussi à le prouver. Donc, pour défendre leur vision, ils sont partis sur le djihadisme d'atmosphère. C'est partout. Mais ça, c'est fou. Ouais, c'est partout, c'est nulle part, c'est... Ils sont dans les campagnes, dans les villages. Oui, c'est nulle part. En plus, c'est vrai qu'il y a des salafistes un peu bizarres, des fois, dans des campagnes. Et aujourd'hui... Justement, ils posent de problème à personne. Ils font leur own shit, ils font leur truc, là. Djihadisme d'atmosphère. C'est partout, oui, c'est nulle part. Et aujourd'hui, on a un autre type. Les femmes qui l'estiment tellement au point de leur mentir sur sa stérilité pour pouvoir coucher avec... sans capote avec, on rappelle. Ah ouais, il y a une histoire comme ça sur lui. Je savais pas. On peut pas non plus être blanc et athée et de gauche pour eux non plus, puisque si t'es de gauche, tu soutiendras le Hamas. Oui, mais après, ça, c'est la méta récente. Atmosphère. Ah ouais, il y a une histoire comme ça sur lui? Attendez. Non, mais attendez. Enthoven capote. Enthoven sans capote. Enthoven. Oups, la capote. Crime sérieux. Oui, mais je fais des recherches sérieuses là en fait. Enthoven a craqué. Et pas psychologiquement. Non, je trouve rien. Bah, ça doit être faux, hein. Le tweet en parle. Ah, ok, attends. Enthoven capote. Raphaël Enthoven a menti à des femmes en prétendant qu'il était stérile pour pouvoir coucher avec sans capote. On aurait pu comprendre les contempteurs de ce roman de l'auteur-narrateur ne cherchaient qu'à appuyer sur la tête d'autrui pour se rehausser et se donner le beau rôle. Mais ce n'est pas cela dont il s'agit. Raphaël Enthoven se dépeint volontiers en petit con manipulateur. Il va jusqu'à avouer qu'il mentait à ses conquêtes en se prétendant stérile afin d'acquérir le droit de leur faire l'amour sans préservatif. Aveu qu'il pourrait lui valoir la vindicte de nombreuses féministes. De même, il ne cherche pas à s'épargner les coups. C'est... Moi, je comprends que ça le dérange, le féminisme. Oui. C'est partout, oui, c'est nulle part.
Et aujourd'hui, on a un autre type de djihadisme qui s'appelle le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de donneur d'ordre. C'est littéralement une théorie du complot exposée avec panache par une bande de bourgeois. Mais des bourgeois persuadés d'être des résistants, des vrais, qui résistent à l'ennemi de la société occidentale. Ça, on est vraiment, tu sais, on est sur la même méta que la franc-maçonnerie, la Troisième République, les Juifs. On est dans le même imaginaire, hein, bon. C'est pas rien, un ennemi qui n'est autre que leur vision fantasmée des musulmans. C'est du racisme. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, c'est l'abbé quelque chose là. Celui qui écrivait des pamphlets et tout. Mais en plus, les gens, il faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir de ces choses-là. Hein. Parce que à l'époque, toute cette petite ribambelle d'écrivains qui font des bouquins en mode théorie du complot, anti-clérical, la franc-maçonnerie, les juifs et tout, de fil en aiguille, ça a donné le protocole des sages de Sion. Et ça a été un truc diffusé par le tsar et ça a participé au pogrom. Hein. Vraiment, vraiment, faut se méfier de ça, quoi. Ça a des conséquences. Mais du racisme qui a muté. Il est devenu culturel. Parce qu'on a affaire à des intellectuels, ils sont quand même conscients qu'ils n'ont pas le droit d'être racistes. Et ils ne le sont probablement pas eux-mêmes. Par contre, ils ont besoin d'outils pour affirmer la suprématie de la civilisation qu'ils défendent. On ne sait pas si la... Non mais attendez, je me rappelle plus de comment s'appelle l'abbé, je vais vous dire. Nébuleuse du printemps républicain. Comment s'appelle-t-il? Parce que Vieuxman en parle dans ce bouquin qui s'appelle Les secrets de la société. Comment s'appelle-t-il déjà? Il y a plusieurs protagonistes. L'abbé Augustin Baruel. C'est comme ça qu'il s'appelle. L'abbé Augustin Baruel. Et après, il y a eu d'autres écrivains qui ont dit d'autres dingueries par la suite. C'est Jean-Baptiste Simonini. Et lui, c'est le complot maçonnique des Juifs. Et en 1806. Et en 1868, c'est Hermann Goetsch qui met en scène une réunion secrète de conspirateurs juifs dans son roman Biarritz. Renommé Discours du rabbin, le contenu de ces différents monologues finira par être reproduit comme s'il s'agissait d'un véritable document. C'est-à-dire que le mec fait un roman, il y a des gens qui font des tracts. Arrêtez MDR, comment ça? Oui, pourquoi vous faites plein de... L'abbaye est cool. Non mais vous êtes drôle, c'est bien, continuez comme ça, je vous encourage. L'idée d'une action concertée des financiers juifs et des communistes pour la mise en esclavage des peuples trouvera une forme achevée en 86 dans La France juive de Drummond. Et ensuite, les protocoles des sages de Sion, en 1903, diffusés par la police du tsar pour encourager les pogroms. C'est une pente glissante, en fait. Ça a existé pendant un siècle, et c'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvé... avec le nazisme, en fait, La suprématie de la civilisation. Attendez, on remet en arrière, du coup. Culturel. Parce qu'on a affaire à des intellectuels, ils sont quand même conscients qu'ils n'ont pas le droit d'être racistes. L'abbé Baiboum. Attends, l'abbé Biboum. L'abbé Belgique. L'abbéia. L'aberration. L'abécédaire. L'abbé Gito. L'abéritocratie. En vrai, celui-là, il me fait rire, on dirait que t'es enrhumé. La béritocratie. L'abbé Cassandre. La bétonneuse. L'abbé bête. La belle rouge. L'abbé vitré. L'abbé Langer. La vérité. L'abbé Casse. On peut continuer comme ça longtemps. Hein. Maya l'abbé. Oussam, il est créatif. C'est le seul qui a mis l'abbé après. L'abbérité si je mens. L'abbé le français. Stream sérieux. Oui, c'est vrai, stream sérieux. On reprend. Culturel. Parce qu'on a affaire à des intellectuels, ils sont quand même conscients qu'ils n'ont pas le droit d'être racistes. Et ils ne le sont probablement pas eux-mêmes. Ah oui. Par contre, ils ont besoin d'outils pour affirmer la suprématie de la civilisation qu'ils défendent. On ne sait pas si la nébuleuse du printemps républicain pense que les Arabes et les Noirs sont inférieurs aux Blancs. Par contre, on est sûr qu'ils sont persuadés que la civilisation libérale occidentale est supérieure à toutes les autres et que ces dernières sont un danger pour l'Occident. C'est la définition du suprémacisme. Et ce discours, ils le tiennent depuis longtemps. Déjà en 2015, Valls disait que
Nous ne pouvons pas perdre cette guerre contre le terrorisme, contre l'islamisme radical, contre le djihadisme, parce que c'est au fond une guerre de civilisation. C'est notre société, notre civilisation, nos valeurs que nous défendons. Mais ça me fait penser, moi, il y a un truc justement que Aurélien Bélanger, il disait dans... Un truc qu'il disait dans son truc, et ça, je pense que c'est un truc que je pensais pas forcément vis-à-vis du terrorisme, mais c'est qu'il faut voir... En fait, un attentat, c'est aussi un média. Genre, c'est... En fait, quand tu le vois comme ça, alors ça n'excuse pas du tout ce qu'est un attentat, hein, ça n'en minimise pas la violence, mais tu peux le voir comme un média, tu peux le voir comme une tentative de faire éclore, de faire exploser littéralement dans le débat public certaines questions, certaines idées et tout ça, quoi. Je veux dire, regardez, par exemple, un attentat à la pudeur. Je veux dire, quand des féministes se mettent à poil, elles font un attentat à la pudeur. Donc finalement, attenter à quelque chose, c'est plus complexe que juste l'attentat avec l'État islamique. Je sais pas, moi, quand des écolos mettent de la peinture sur des tableaux, ils font un attentat. Tu vois, genre, ils attentent à quelque chose. Enfin, bon, bref. Alors, pour rappel, le terme guerre de civilisation, il a été démocratisé par l'intellectuel néoconservateur américain Samuel Huntington dans son livre « Le choc des civilisations » sorti en 1996. C'est à ce livre que fait référence l'historienne Valentine Zuber quand elle explique que « Le printemps républicain ne sort pas de nulle part. Il s'intègre dans l'histoire longue et mouvementée de ce grand mouvement de pensée initié par Samuel Huntington qui réinstalle une concurrence culturelle entre les États dits judéo-chrétiens et ceux dits musulmans. » Putain, ça me fait penser à des gens, je ne dirais pas qui, ils m'ont dit que Ouria était dans la digne lignée de Huntington. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Bon. Et ça, mettre en concurrence une civilisation dite judéo-chrétienne avec une civilisation dite musulmane, c'est exactement ce que fait Netanyahou pour justifier la colonisation de la Palestine et le... Dit qui ? Non, je vais pas dire qui, c'est une personne qui s'y connaît pas trop, enfin qui a du mal avec le sujet de l'antiracisme, du coup elle dit un peu de la merde, mais voilà, mais je l'aime bien. C'est exactement ce que fait Netanyahou pour justifier la colonisation de la Palestine et le massacre des Palestiniens. Dans l'interview de la honte qu'il a donnée sur TF1 et LCI, c'était très clair. Notre victoire, c'est votre victoire. C'est la victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie. Dans ce narratif du choc des civilisations, il y a Israël, l'avant-poste de la civilisation occidentale judéo-chrétienne au Moyen-Orient. Ouria a partagé une blague très drôle sur les hooligans de Tel Aviv. Oula, moi j'avoue que les boomers de PDH, là, ils me font peur avec leurs blagues maintenant. Bon, j'espère que c'était drôle, hein. Poste de la civilisation occidentale judéo-chrétienne au Moyen-Orient, autrement dit en terre barbare. Et comme la nébuleuse du printemps républicain adhère à ce narratif, c'est pas étonnant de retrouver ces têtes d'affiche. Oui, contre son camp un peu. Défendre. Je suis pas à PDH, moi. Printemps républicain adhère à ce narratif, c'est pas étonnant de retrouver ces têtes d'affiche défendre avec zèle la politique génocidaire de Netanyahou. Si Israël tombe, Israël qui est en première... Et pour moi, c'est ça. Pour moi, en fait, la vraie chute du printemps républicain, là, c'est notamment autour de la question d'Israël, quoi. C'est que ça devient hyper difficile à défendre, comme étant une position un peu de gauche, un peu maquillée, un peu républicaine. Genre, non, désolé, genre, tu soutiens un génocide, quoi. Enfin, bon... ligne face à l'islamisme dans sa version la plus effrayante. Donc si Israël tombe, nous tombons. On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant, comme le fait Israël. Ah. Non, mais elle a raison, c'est vrai. Notamment l'aviation, quand elle bombarde, elle a pas du tout des réticules hyper précis qui leur permettent de zoomer très très fort et de voir exactement sur quelle cible ils vont tirer. Ça n'arrive pas. En fait, les pauvres, ils balancent juste des bombes et ça tombe où ça tombe, quoi. Merci 98 Alice, merci beaucoup. Ouais, non, c'est pas offensif. En fait, ils balancent des bombes un peu au hasard et malheureusement, ça tombe sur des enfants. Ils y peuvent rien, en fait. Non, mais c'est totalement ridicule de parler de génocide. D'abord, c'est totalement ridicule parce que c'est faux. Il n'y a pas de génocide. Il faut voir aussi que l'ONU a une position extrêmement agressive vis-à-vis d'Israël. En aucun cas, et dans
aucune manière, ni le président de la République, ni personne appartenant à ce gouvernement, à cette majorité, n'entend... Mais ces gens-là, il faut vraiment leur mettre l'Afrique du Sud en face du nez. Hein. Vraiment, il faut leur parler de l'histoire de l'Afrique du Sud, des positions de l'ONU, du boycott. Parce que, rappelle, hein, BDS, à la base, c'est une initiative qui a fonctionné en Afrique du Sud. Hein. C'est pour ça qu'elle a existé pour la Palestine. Genre, vraiment, il faut leur mettre leur nez dans le caca. Genre, dans ce cas-là, leur logique, c'est aussi de justifier qu'il n'aurait pas fallu condamner l'Afrique du Sud. Remettre en cause la légitimité d'Israël à exister, le droit d'Israël à se défendre. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression... Elle tuera sans doute des enfants. Hein. Genre, il y en a peut-être. Qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. D'accord, donc quand c'est une bombe, l'enfant, ça va. il panique pas. Bah si. Mais non, en fait, vous comprenez pas ce qu'elle essaye de dire. Quand t'as un être humain qui approche de toi avec une machette et qu'il te tape comme ça, et que toi t'es là, t'es un enfant, t'es en mode « Ah, au secours, moi je voulais juste le prochain jeu Mario sur Nintendo », et que tu comprends pas ce qui t'arrive, bah oui, là tu crois plus en l'humanité quand tu te fais couper à la machette par un type. Par contre, une bombe, c'est sympa. En fait, quand ça arrive dans le ciel, c'est un peu joli, c'est comme un oiseau, et ça fait une musique un peu, ça fait une musique genre piou. Les enfants ils sont en mode oh trop sympa, une bombe, et quand elle tombe, ça fait un feu d'artifice, donc ils sont heureux. Il n'y a pas de génocide en Palestine, il n'y a jamais eu de génocide palestinien, les mots ont un sens. Pour comprendre d'où vient ce narratif qui pousse à fermer les yeux sur un génocide... En plus, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment tous en freestyle. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas tant d'éléments de langage que ça. Hein. Ils y vont vraiment en freestyle. C'est un speech de Trump, le truc. Si, ils inventent des trucs sur le tas, en mode oui, bah les enfants ne sont pas traumatisés par ça, je sais pas... Les mots ont un sens. Pour comprendre d'où vient ce narratif qui pousse à fermer les yeux sur un génocide, il faut se remettre dans le contexte des années 90. Dans l'émission Une semaine dans le monde de France Culture, l'historien et économiste Georges Korn nous explique que la thèse du choc des civilisations... Ah mais ça, le truc des néocons et tout. ...est surtout tombée à point nommé pour les États-Unis. Oui, Reagan. Mais alors de quoi parlons-on quand on évoque un conflit de civilisation? C'est d'une telle absurdité. Seulement je crois que la thèse est venue à point nommé au moment juste après l'effondrement de l'URSS. Les États-Unis ont eu besoin, se sont trouvés sans ennemis brusquement, qui justifie le maintien de leur présence impériale dans le monde. Donc la thèse du choc des civilisations est venue de façon très opportune, n'est-ce pas? En fait, à la chute de l'URSS, les États-Unis se sont retrouvés sans... Non, ça me fait rire la méta des vieux qui disent tous n'est-ce pas. Ça avait l'air d'être un truc à l'époque, hein, de dire n'est-ce pas. N'est-ce pas? Très opportune, n'est-ce pas? En fait, à la chute de l'URSS, les États-Unis se sont retrouvés sans ennemis. Le problème, c'est qu'ils ont besoin de la guerre pour survivre économiquement. Industrie de la guerre, complexe militaro-industriel, tout ça, ça roule grâce à l'impérialisme américain. En plus, ils se sont investis d'une mission civilisatrice. À la fin des années 90, on disait qu'ils étaient les gendarmes du monde. Donc, pour faire perdurer ce narratif et leurs intérêts militaires et économiques, bah... Jean-Marie Le Pen, mais il n'y a pas que Jean-Marie Le Pen. Si vous écoutez Deleuze aussi, il a le même tic de langage. Du monde. Donc pour faire perdurer ce narratif et leurs intérêts militaires et économiques, bah il faut qu'ils trouvent de nouvelles raisons pour détruire des pays avec des bombes américaines, puis les reconstruire avec des entreprises américaines. Oui. C'est à ce moment-là que la théorie du choc des civilisations apparaît. Et ça tombe très bien, parce qu'il y a plusieurs marchés fermés au Moyen-Orient qui ne demandent qu'à être ouverts à coups de bombe pour qu'enfin les populations locales aient accès à McDonald's. Le printemps républicain a eu cette habileté à franciser les obsessions des néoconservateurs américains, en surfant sur le traumatisme des attentats de 2015, sur nos représentations orientalistes et sur notre imaginaire colonial. Et c'est pas bizarre que des gens de gauche se retrouvent dans cet imaginaire. Le printemps républicain n'a pas inventé que la République pouvait libérer les femmes musulmanes en leur ôtant leur voile. C'était un des éléments de la propagande. Oui, voilà, c'est un élément durant la guerre d'Algérie. Coloniale en France. Comment on appelait ça? Les dévoilements publics. Quand ça mettait le voile des femmes au feu. Et généralement, en plus, elles étaient consentantes. Hein. C'était un peu... C'était des meufs... bon, soit on leur a donné un petit billet, soit c'était des Arabes pro-France, quoi.
les femmes musulmanes en leur ôtant leur voile. C'était un des éléments de la propagande coloniale en France, qu'on allait civiliser les Algériens, les émanciper, les libérer d'eux-mêmes. Et une bonne partie de la gauche française était totalement OK avec ce discours. Mais malgré notre histoire coloniale... Les caricatures... Bonne partie de la gauche française était totalement OK avec ce discours. Mais malgré notre histoire coloniale, la France avait dit non à la guerre en Irak que Bush menait contre l'axe du mal. Donc là où la nébuleuse du PR a été forte, c'est qu'elle a mobilisé nos valeurs très françaises et très de gauche, de laïcité, de démocratie, de république, d'universalisme, pour en faire des armes de persuasion massive. Bah ouais, en fait moi j'ai l'impression que la logique néoconservatrice a tenté d'entrer en France, notamment au travers de la bande un peu nouveaux philosophes, les atlantistes, le père Glucksmann et tout ça. Et en fait, ça n'a pas pris parce qu'à l'époque, l'État français avait quand même des positions où il ne voulait pas mettre les doigts là-dedans. Et c'est revenu au travers du printemps républicain, sauf que cette fois, ça a réussi, quoi. Et ça a amené des pans entiers de la gauche politique et médiatique à être sensibles aux arguments anti-musulmans. Mais est-ce que ces élites qui ne se sont adressées qu'au milieu intellectuel et politique, avec un vrai succès, on va pas se mentir, est-ce qu'ils ne sont pas un peu en train de tomber en disgrâce dans ces mêmes milieux? Parce qu'entre les méthodes de harcèlement sur Twitter, les mensonges avérés de Caroline Forest, ou encore l'affaire du fonds Marianne, il y a de plus en plus de gens qui sortent enfin du gaslight. Finalement, le livre d'Aurélien Bélanger... Oui, parce que là où ils sont trop cons, le printemps républicain, c'est que au-delà du fait d'être une espèce d'officine de Twitter... de gens, d'influenceurs et tout ça, pourquoi ils ont tous décidé de faire des magouilles financières, quoi? Genre, c'est vraiment... Ils sont cons en plus de ça. Enfin, ils ont tous fait des magouilles financières, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui sortent enfin du gaslight. Finalement, le livre d'Aurélien Bélanger, ça pourrait être le dernier clou du cercueil d'un petit groupe qui a pourri la vie intellectuelle et politique parisienne pendant... Bah non, ils vont faire peau neuve dans leurs nouveaux médias, là. Dans 10 ans. Avec pour conséquence grave une discrimination des musulmans devenue totalement décomplexée et l'ascension fulgurante du Rassemblement national qui récolte le fruit de leur travail. J'espère vraiment que leur chaîne sur la TNT, Réel TV, deviendra exactement ce qu'est devenu le média de Michel Onfray. Un espace reconnu pour son racisme et ses théories conspirationnistes déclamées avec style, où les gens ne font que s'inviter les uns les autres, à défaut de pouvoir être invités ailleurs. Oui, pourquoi pas, mais CNews est quand même une des chaînes les plus vues de France, quoi. Je vous laisse, je range le merdier et puis je retourne à mes recherches. Je vais quand même pas bosser avec leur gueule à côté de moi. Non mais c'est bien Léo, mais quand tu fais une ending, parle plus fort. Non, en vrai j'ai kiffé la vidéo. Mais là, la fin, là, faut parler plus fort dans le micro. Je vous laisse, je range le merdier et puis je retourne à mes recherches. Je vais quand même pas bosser avec leur gueule à côté de moi. Tu sais, c'est comme les acteurs au théâtre, faut leur dire « Tourne-toi face au public !» Mets-toi face au public quand tu joues. Sinon, on voit ton dos, c'est bizarre. On t'entend pas. Mais oui, il y a du taf et tout. Mais de toute façon, moi, j'ai dit Léo. Moi, mon avis sur la chaîne de Léo, c'est que Léo, ça se sent qu'il fait du meilleur travail et il va mieux psychologiquement depuis qu'il s'est autorisé à parler d'autre chose que transidentité. Ça se voyait que ça le saoulait. Ça se voyait qu'il était sur les genoux à la fin. Ça a commencé à le dégoûter d'être trans, carrément. Et là, il est heureux. Là, il peut parler de plein de choses. Mais non, mais c'est tout. C'est la méta concerniste. Il a été un peu triste par ça pendant un moment. Il s'est dit « Ah, je suis une personne concernée. Les gens attendent de moi de faire du contenu là-dessus. C'est important. » En fait, ça va, au calme. Elle est trop bien, la vidéo. Oui, oui, mais les dernières vidéos de Léo étaient bien, vraiment. Bref, allez se foutir Léo. Moi je vous mets le lien de la vidéo, partagez-la et tout là. En plus, il y a des très belles miniatures sur la chaîne. Non mais c'est vrai, regardez, il y a une DA un peu. Non, pas trop, il n'y a pas vraiment de DA. À part la typo qui... mais non, oui. Bref.